Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre 2 climatologie. Dans cette vidéo, nous verrons les précipitations, la pression de l'air et le vent. Les précipitations sont toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la Terre. La forme liquide des précipitations est la forme la plus courante. Elle varie en fonction de l'intensité de la bruine et d'une pluie de très faible intensité. Les gouttes sont très fines, juste plus grandes que les gouttelettes de brouillard, de 0,2 à 0,5 mm. Elles sont très légères et paraissent comme si elles flottent dans l'air. La pluie, proprement dite, a une intensité modérée, des gouttes de diamètre moyen de 0,5 à 3 mm. L'averse est une pluie très intense, où les gouttes peuvent atteindre 6 mm de diamètre. C'est la taille maximale que peuvent atteindre les gouttes. Au-delà de 6 mm, elles explosent par friction, due au frottement avec l'air qui la déforme et l'aplatit à la base. Elle finit par y pénétrer et l'exploser. La forme solide des précipitations se manifeste par la neige, le grésil et la grêle. La neige, c'est la forme courante, ce sont des cristaux floconneux constitués d'eau cristallisée qui précipitent. Le grésil est formé par des petits cristaux et des gouttelettes congelées ou liquides gelés en surface, c'est-à-dire entourés par une pellicule gelée. Lorsque les gouttes de pluie traversent un espace où la température est inférieure à 0 degré Celsius, les gouttelettes de pluie gèlent et donnent du grésil. La grêle, ce sont des graines de glace ou des grenons d'un diamètre moyen compris entre 0,5 mm et 2 cm. Ils peuvent atteindre exceptionnellement des tailles de plusieurs centimètres. La troisième forme des précipitations, ce sont les précipitations déposées ou occultes. Elles précipitent sous forme de rosée. Ce sont des gouttelettes qui se forment par précipitation de l'humidité de l'air à cause de la baisse de la température. Généralement le matin, très tôt, on parle de rosée matinale. La gelée blanche, pour des températures de l'ordre de 0 degré Celsius, les rosées peuvent geler et donner une gelée blanche floconneuse. Le givre, c'est la cristallisation de ces gouttelettes de rosée en glace. Les gouttelettes ou les cristaux qui composent les nuages se condensent et se transforment en gouttes de pluie à l'intérieur des nuages. Elles deviennent trop lourdes pour demeurer en suspension dans l'atmosphère. Elles tombent au sol et forment des précipitations. L'unité de mesure de précipitation est le millimètre. Un millimètre qui tombe à la surface du sol correspond à 1 litre d'eau par mètre carré. Le litre d'eau correspond à 1 décimètre cube et à 1 kilogramme. Donc, le volume du litre est donc une masse cubique de 10 cm de côté. 1 mm de précipitation est donc cette masse étalée sur une surface de 1 mètre carré, soit une tranche d'eau de 1 mm d'épaisseur, étalée sur 1 mètre carré. 1 mm de pluie qui tombe sur une surface très grande, par exemple de l'ordre de 1 hectare, correspond à 10 tonnes d'eau qui tombent sur cette surface. Les types de précipitations. Les précipitations se produisent selon 3 processus. Les précipitations convectives, les précipitations orographiques et les précipitations frontales. Les précipitations convectives. Une surface de sol chauffée par les rayons solaires va chauffer par conduction l'air en contact avec le sol. L'air humide subit une décompression et s'élève en hauteur. Lors de cette ascendance par convection, les nuages se développent verticalement. L'humidité de l'air atteint certaines valeurs de pression et de température qui vont permettre de générer des précipitations. La durée et l'intensité des précipitations sont liées au diamètre de la colonne de nuages. L'étendue latérale peut être de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les nuages convectifs peuvent se développer jusqu'au sommet de la troposphère et s'étaler horizontalement comme une enclume. Ces nuages sont des cumulonimbus. Nous verrons un peu plus loin les différents types de nuages. Les précipitations orographiques. Elles se produisent lorsque l'air rencontre un obstacle orographique et doit s'élever. Cette ascendance est suivie par une diminution de la température à cause de l'altitude. Le refroidissement entraîne une augmentation de l'humidité relative qui atteint la saturation et peut générer des précipitations. Les précipitations frontales. Ce sont des précipitations dites aussi cycloniques. Elles sont associées aux
surface de contact entre deux masses d'air de différentes températures que l'on nomme des fronts chauds et des fronts froids. Lors de la rencontre de deux masses d'air, l'une froide et l'autre chaude, la masse d'air froide, plus lourde, se glisse sous la masse d'air chaude. L'air le plus chaud est toujours celui qui s'élève le long de la surface de contact. C'est alors que la pression diminue et l'air se refroidit. La masse d'eau qu'il contient se condense, donne naissance à des nuages qui peuvent donner des précipitations si l'humidité atteint la teneur de saturation et que les gouttelettes d'eau deviennent assez grosses et assez lourdes pour qu'elles retombent sous l'effet de leur poids. Les différents types de nuages. Un nuage est une masse d'air visible constituée de gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère. Il se forme par la condensation de la vapeur d'eau lorsque l'air se refroidit et que l'humidité atteint un certain seuil. Le système international de classification de nuages reconnaît 10 types de nuages basés sur l'altitude et l'apparence. Selon l'altitude, nous avons 3 étages. Le bas étage jusqu'à 2000 mètres d'altitude, l'étage moyen entre 2000 et 7000 mètres d'altitude, et l'étage supérieur au-delà de 7000, de 7000 à 12 000 mètres d'altitude. Les nuages de l'étage inférieur sont au nombre de 3, le cumulus, le stratus et le stratocumulus. Le cumulus, ce sont des nuages bourgeonnants, avec une base plate et sombre, et leur partie supérieure est très blanche, détachés les uns des autres ou peuvent être en bande. Le stratus est un nuage en couche ou en banc plus ou moins épais et plus ou moins compact. Ils peuvent être très près du sol, jusqu'à 30 mètres. Les stratocumulus, c'est des nuages se présentant en banc gris bourgeonnant et en couche, qui se présentent en couche uniforme. Ils donnent rarement des précipitations. Les nuages de l'étage moyen. Dans cet étage, nous avons les altostratus, les altocumulus et les nimbostratus. L'altostratus se présente sous forme d'une couche grise dont l'aspect peut être strié ou uniforme, plus ou moins épais. Les altocumulus, ils se présentent en banc ou en nappe plus ou moins uniforme et où les unités sont soudées ou non, semblables aux stratocumulus, mais leur base est plus élevée. Les nimbostratus, ce sont des nuages de grande dimension, verticale et horizontale. Leur base est uniformément sombre, les pluies sont souvent abondantes et continues. Dans cet étage, nous rencontrons un type particulier qu'on appelle les altocumulus lenticulaires. C'est un nuage en forme lenticulaire dont les dimensions ne dépassent pas 200 mètres de largeur. Mais les altocumulus lenticulaires d'origine orographique sont généralement beaucoup plus importants. Les nuages de l'étage supérieur, on a le cirrus, le cirrostratus et le cirrocumulus. Le cirrus, ce sont des nuages élevés constitués de cristaux de glace présentant un aspect chevelu, fin, isolé ou en bande étroite. Les cirrostratus, contrairement au cirrus, ils se présentent sous forme de voiles étendues et de couleur blanche. Les cirrocumulus se présentent en nappes épaisses composées de petits éléments granulaires soudés ou non. Le plus important des nuages est le cumulonimbus. Il naît dans le bas étage et peut se développer sur toute l'épaisseur de la troposphère et même s'aplatir au sommet de la troposphère sous la forme d'un enclume. Il peut être responsable d'orages violents accompagnés de tempêtes de grêle. Un courant ascendant très fort peut empêcher des grêlons de tomber et il s'accroît jusqu'à atteindre des tailles de plusieurs centimètres. Après avoir vu les formes de précipitation, les types de précipitation et les types de nuages, examinons les mécanismes qui font bouger les molécules d'eau et qui aboutissent aux précipitations. Commençons par les propriétés de la molécule d'eau. La molécule d'eau est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Les hydrogènes sont liés à l'atome d'oxygène de telle sorte que les noyaux des 3 atomes forment un angle de 105 degrés. Cette configuration fait que la molécule d'eau est un dipôle, avec un pôle chargé positivement et un pôle chargé négativement. Cette configuration fait aussi que chaque molécule d'eau peut se lier avec 3 autres molécules d'eau par des liaisons hydrogènes. À l'état liquide, certaines molécules sont liées et d'autres sont libres. Lorsque 2 pôles de même signe se rapprochent, les 2 molécules se repoussent. Ce sont donc ces mouvements d'attraction et de répulsion qui font qu'à l'état liquide, les liaisons hydrogènes se font et se défont, et que les molécules sont en continuel mouvement.
Les mouvements sont plus ou moins rapides selon la température. Vers 0 degré Celsius, toutes les molécules sont liées et sont bien réparties dans les trois directions de l'espace. L'état solide de l'eau, la glace. Pour des températures hautes, les molécules d'eau sont très mobiles et bougent continuellement, d'une façon très rapide, tellement rapide que les liaisons hydrogènes ne peuvent pas se faire entre les molécules d'eau. C'est l'état gazeux. L'évaporation. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux de l'eau dans la nature se fait soit par ébullition, soit par évaporation. L'ébullition se fait lorsque la température de l'eau est portée à 100 degrés Celsius. Alors, dans un récipient, une masse d'eau est portée à ébullition par chauffage. Lorsque la température atteint 100 degrés Celsius, des bulles de vapeur d'eau gazeuse se forment dans la masse liquide. Elles s'échappent vers le haut et se dissipent dans l'air. Dès qu'elles se retrouvent dans l'air, les températures baissent et les molécules s'agglomèrent en gouttelettes qui diffusent les rayons lumineux. Ils deviennent visibles. Mais la teneur de la vapeur d'eau dans l'air reste en deçà de la saturation. Les molécules se dissipent de nouveau et ne sont plus visibles. Les seuls endroits dans la nature où on peut voir l'ébullition sont les environnements hydrothermaux, sources hydrothermales ou les geysers. Dans des conditions où les températures élevées des magmas réchauffent les nappes phréatiques souterraines. Les vapeurs d'eau issues de ces sources sont relativement négligeables pour contrôler les quantités d'eau de l'air et générer des nuages. Dans la nature, les eaux qui sont à l'origine de la formation des nuages sont issues de l'évaporation. Il se fait sans ébullition, à partir des plans d'eau, de l'eau des sols, ou même par l'évapotranspiration des végétaux. Comment alors l'eau peut-elle s'évaporer et devenir gazeuse sans atteindre la température d'ébullition? Dans l'évaporation de l'eau dans la nature, il n'y a pas que la température qui compte, il y a aussi la pression. Dans le diagramme des phases de l'eau, en abscisse, nous avons les températures de l'eau et en ordonnée, nous avons la pression de l'eau. Les pressions sont portées par des gradations à l'échelle logarithmique. Elle nous permet de voir les zones de différents états de l'eau. L'état solide, l'état liquide, l'état de gaz, avec les limites de passage entre un état et un autre. Sur la surface de la Terre, à 0 mètre d'altitude, la pression moyenne est de 1 bar. Donc pour une température de 20 degrés Celsius, l'eau est à l'état liquide. Le liquide va pour une pression de 1 bar, va de 0 degrés Celsius où il est solide jusqu'à 100 degrés Celsius où il devient gazeux. Mais comment l'eau s'évapore à 20 degrés Celsius à une pression de 1 bar? Prenons un récipient dans lequel une masse d'eau est à 20 degrés Celsius. Les mouvements d'attraction et de repulsion des molécules d'eau maintiennent la masse à l'état liquide. La pression de l'eau de 1 bar est la pression qui s'exerce à l'intérieur de la masse liquide. Ce qui se passe au niveau de l'interface entre l'eau et l'air est différent. Certaines molécules à la surface de la masse liquide peuvent se retrouver libres sans aucune liaison avec d'autres molécules. Ces molécules subissent une pression nulle. Les molécules non liées peuvent s'échapper de la masse liquide et nager dans l'air sous forme de vapeur d'eau. Invisible, elles constituent l'humidité de l'air. Les molécules d'eau qui constituent l'humidité de l'air vont contribuer à la pression de l'air avec une évaporation qui est proportionnelle à la teneur en eau de l'air. Donc, ils vont continuer à s'échapper tant que cette vapeur d'eau dans l'air n'a pas atteint une valeur de saturation. Donc, les molécules qui s'échappent dans l'air vont constituer l'humidité de l'air et vont contribuer à la pression de l'air avec une proportion qui est proportionnelle à la teneur en eau de l'air. Alors, l'air contient, entre autres, le dioxygène, le diazote. Il contient 0,5% d'eau, par exemple. Ce 0,5% d'eau correspond donc à une proportion de l'air. L'air exerce une pression de 1 bar, dont la pression de l'eau qui est l'équivalent de 0,5%. Ce qui veut dire 0,5% de 1 bar, c'est 5 millibars. Donc la flèche sur le diagramme de phase de l'eau va remonter jusqu'à 5 millibars lorsque la quantité d'eau présente dans l'air est de 0,5%. Donc dans le diagramme de phase, nous sommes toujours dans la zone de vapeur. L'eau est à l'état gazeux dans l'air. Les molécules d'eau continueront à s'échapper donc jusqu'à une proportion de valeur équivalente à la teneur de saturation. Alors dans notre exemple, par exemple, si on a 3% d'eau, 3% d'eau contribuera avec la pression de l'air avec 30 millibars.
Alors, c'est 30 millibars. Donc, dans le diagramme des phases, la flèche va remonter jusqu'à 30 millibars. Ces 30 millibars correspondent donc à la ligne de passage entre l'état gazeux et l'état liquide de l'eau. C'est la quantité maximale que l'air peut contenir en vapeur d'eau. L'humidité de l'air est obligée de passer à l'état liquide. Les molécules d'eau gazeuse libres vont devoir s'agglomérer et former des gouttelettes qui seront assez légères pour rester en suspension dans l'air. Ils vont commencer à diffuser la lumière qui les traverse et devient visible. Ce sont les nuages qui peuvent subir une ascension vers les altitudes élevées selon les conditions de pression et de température de l'air. Ce qu'on a vu, c'est l'évaporation physique des plans d'eau ou des eaux du sol. Mais dans la nature, un autre mécanisme fonctionne dans le passage de l'eau à l'état liquide dans l'air, c'est la transpiration des plantes, qui contribue de façon importante à alimenter l'air par l'eau en période d'activité, du couvert végétal, c'est-à-dire en printemps et en été. Récapitulons, transformation de l'eau liquide en vapeur d'eau. À une certaine quantité de vapeur d'eau se trouvant dans l'air, l'air atteint le maximum d'eau qu'il peut contenir, soit 100% d'humidité. Dans notre exemple, c'était 3%. La molécule d'eau s'agglomère, les molécules d'eau s'agglomèrent et deviennent des gouttelettes liquides de quelques nanomètres qui diffusent de la lumière et deviennent visibles. L'humidité de l'air, bien ce qu'on appelle l'humidité relative. Les molécules d'eau qui s'échappent des masses liquides et nagent dans l'air constituent l'humidité de l'air. L'humidité relative est le rapport pour une température donnée entre la quantité d'eau que contient l'air, l'humidité absolue, et la quantité maximale qu'il est capable de contenir, la valeur de saturation. Donc l'humidité relative, c'est le rapport humidité absolue sur valeur de saturation fois 100. L'humidité relative est un pourcentage qui varie donc de 0 à 100% en fonction de la température. Le diagramme montre la relation entre la température en abscisse, les teneurs en grammes d'eau par kilogramme d'air en ordonnée et l'humidité relative matérialisée par des courbes bleues où sont indiquées les valeurs de l'humidité relative en pourcents. Par exemple, pour une température T égale 20%, quand l'humidité relative est 50%, donc c'est ici, cela correspond à une teneur en eau dans l'air de 7,5 grammes par kilogramme. Alors la valeur saturante, c'est-à-dire une humidité relative de 100%, varie de 1 gramme par kilogramme pour des températures de l'ordre de moins 15 degrés à 30 grammes par kilogramme pour des températures de 34 degrés Celsius. Les mécanismes de formation des précipitations. La décompression de l'air provoque son ascension. L'air emporte les vapeurs d'eau qu'il contient sous forme d'humidité. Cette ascension est suivie d'une diminution de la température ou d'une diminution de pression ou bien les deux. Dans tous les cas, les vapeurs d'eau sont portées vers la transformation de l'état gazeux à l'état liquide, c'est-à-dire la formation de gouttelettes qui deviennent visibles. Ce sont les nuages. Les gouttelettes de quelques nanomètres ne peuvent pas continuer à grandir, car à leur surface, les molécules d'eau libre s'échappent. Elles ne peuvent pas atteindre une dimension assez lourde pour qu'elles retombent sous forme de précipitation. Pour qu'elles grandissent, les gouttelettes doivent s'accrocher à des supports pour s'agglomérer. Or, il se trouve que dans l'air, il y a toujours des impuretés de tout genre. Des cristaux de sable, des cristaux de sel marin, des cendres volcaniques, des aérosols, de combustion industrielle, de la suie, des pollutions de tout genre. Ces impuretés vont jouer un rôle de noyau de condensation pour les gouttelettes qui vont grandir et atteindre le poids qui leur permettra de tomber sous forme de précipitation. Lorsque les trois conditions sont réunies, l'ascension plus la saturation plus les noyaux de condensation, dans ce cas, l'ascension, l'air qui s'élève en altitude où il fait plus froid. La saturation, l'humidité doit passer de l'état gazeux à l'état liquide et former des gouttelettes. La présence d'impuretés vont favoriser la condensation et l'augmentation du volume des gouttelettes qui vont précipiter. Selon la taille et la température, on obtient des bruines, des pluies, de la neige, du grésil ou des grêles. Si l'air est froid partout, moins de 0 degré Celsius, c'est la neige qui tombe. Si le flocon de neige passe par une masse d'air chaude, ils fondent. C'est la pluie. Si la surface est froide, les gouttes vont s'écraser, ils vont geler et former une surface verglaçante. On parle de pluie verglaçante. Dans les mêmes conditions, les gouttelettes peuvent geler en surface et donner du grésil. Si on a un courant ascendant assez puissant, il empêche les grêlons de tomber, ce qui fait qu'ils grandissent encore plus et tombent sous forme de grêle. La pression de l'air, c'est le quatrième paramètre climatique.
Les molécules de l'air sont soumises à la pesanteur. La pression de l'air est donc le poids des molécules de gaz contenues dans une colonne allant du sol jusqu'à la limite de l'atmosphère et qui pèsent sur une surface d'observation donnée. La pression change donc selon qu'on est en haut ou en bas de la colonne, c'est-à-dire selon l'altitude. Et donc selon la température, puisque la température diminue avec l'altitude. Donc dans le tableau, nous avons les altitudes de 0 à 10 000 mètres, c'est-à-dire le sommet de la troposphère. La pression évolue d'une façon inversement proportionnelle à l'altitude. La pression et la température évoluent dans le même sens. Ils diminuent en remontant l'altitude. La pression moyenne à 0 mètre d'altitude est une atmosphère. Une atmosphère, c'est l'équivalent de 1,013 bar et c'est l'équivalent de 101 325 pascal. Alors, pour utiliser l'unité pascal, on utilise plutôt l'hectopascal, 1013 hectopascal. La pression de l'air est la cause des vents. L'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression en créant des vents. La variation horizontale de la pression atmosphérique permet de définir les zones de dépression, là avec la lettre T sur la carte, pression généralement inférieure à la pression atmosphérique au niveau de la surface du sol, 1013 hectopascal, et les zones anticycloniques, matérialisées par la lettre A, ce sont des zones où la pression est généralement supérieure à 1013 hectopascal. Les dépressions sont généralement associées au mauvais temps, alors que les anticyclones, quant à eux, sont favorables au beau temps. Le vent. Cinquième paramètre climatique. Le vent est l'air en mouvement ou l'agitation de l'air. C'est un déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. En moyenne latitude, des vents en surface peuvent atteindre 150 à 200 km/h. En altitude, le vent peut atteindre des vitesses de l'ordre de 500 km/h. Les vents verticaux, c'est-à-dire l'ascendance de l'air vers le haut ou bien la subsidence vers le bas, sont plutôt dus à des effets thermiques et à des effets dynamiques, comme la convection de l'air, la convection de la chaleur. L'air remonte lorsqu'il est chaud. Les vitesses verticales sont généralement faibles, sauf dans les orages où elles peuvent atteindre 30 à 40 km/h. Les courants ascendants peuvent être très puissants en cas de tempête. La vitesse du vent est exprimée en km/h ou en nœuds. Un nœud, c'est 1 mile marin par heure, c'est-à-dire 1,652 km à l'heure, ce qui correspond à 0,51 mètres par seconde. Les circulations atmosphériques générales et l'origine du vent. On sait que la variation de l'angle d'incidence des rayons solaires est le principal paramètre qui conditionne la proportion d'énergie reçue à chaque point de la surface terrestre. C'est la zone équatoriale et intertropicale qui reçoit le plus d'énergie, donc c'est la plus chaude, et où les pressions sont généralement basses. Alors que c'est la zone polaire qui en reçoit le moins et où les pressions sont élevées, donc basse pression et haute pression. Les différences de pression ainsi créées induisent un déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Au niveau de la zone équatoriale, la pression est faible, donc l'air s'échappe et s'élève verticalement. Alors qu'au niveau de la zone polaire, l'air a tendance à descendre et à s'étaler loin des pôles. Au niveau de la zone équatoriale, l'air arrive au sommet de la troposphère et s'étale vers le nord et vers le sud. Il refroidit et redescend au niveau des tropiques. Arrivé au sol, il se réchauffe et s'étale vers le nord et vers le sud. C'est la zone de localisation de la ceinture désertique. Et il réchauffe les zones tempérées. Vers le nord, il rencontre le vent froid qui arrive au pôle, il le réchauffe et remonte vers le haut. Et la circulation atmosphérique se termine par des cellules, qu'on appelle des cellules de la circulation générale de l'atmosphère. Alors, nous avons la cellule de Radier, c'est les cellules intertropicales. Les cellules tempérées sont appelées les cellules de Ferrel et la cellule polaire. Alors, si la Terre ne tournait pas, ces cellules auront une direction méridienne. Mais la Terre, elle tourne, ce qui donne à ces directions une trajectoire tourbillonnante. Dans la zone intertropicale, les circulations qui se font du nord vers le sud se font plutôt du nord-est vers le sud-ouest, dans l'hémisphère nord, et c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Alors, ces circulations nous donnent les vents qu'on appelle des alizés. Dans la zone tempérée, c'est le contraire. Et dans la zone polaire, c'est encore l'inverse. Ce sont donc les vents à la surface de la Terre qui sont issus de la circulation générale de l'atmosphère. D'autres paramètres peuvent faire varier les directions des vents à la surface de la Terre, notamment les reliefs. Si le vent rencontre un obstacle orographique, avec une pente inférieure à 40 degrés, il y a une ascendance de l'air vers le haut. Mais si la pente est supérieure à 40 degrés, cette ascendance est accompagnée de tourbillons. De l'autre côté, on peut avoir des effets d'ondulation avec des rabattements,
on peut avoir aussi des tourbillons. Les effets d'ondulation, donc, ce sont des ondes de relief qui affectent l'air. Le relief agit aussi par la brise de pente. Au matin, les rayons frappent les sommets en premier, donc ce sont les sommets qui réchauffent les premiers. L'air va se déplacer du fond de la vallée vers les sommets. Il va se déplacer suivant une trajectoire de l'aval vers l'amont. Mais la nuit, c'est le contraire. C'est le fond de vallée qui garde plus de chaleur alors que le sommet refroidisse. Donc le vent va se diriger des sommets vers le fond de vallée et de l'amont vers l'aval. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cycle de l'eau, notion d'hydrologie. Je vous remercie.